Bonjour, nous vous proposons ce cours consacré à l'hypothermie. Ce chapitre est hors programme, mais compte tenu de la fréquence de cette pathologie, il vous sera présenté ici. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont tout d'abord de diagnostiquer l'hypothermie et ses causes, ensuite d'identifier les situations d'urgence et les critères de gravité, et enfin, nous verrons comment mettre en œuvre sa prise en charge et son traitement d'urgence. Les seuls liens d'intérêt concernant cette présentation sont pour le Dr Nicolas Dey, des conférences réalisées pour les laboratoires Bard et les laboratoires Zoll. Voici le plan qui sera suivi. Nous débuterons par une introduction avec la définition de l'hypothermie et de ses étiologies. Ensuite, nous aborderons le diagnostic de l'hypothermie, ses signes de gravité, les examens complémentaires à réaliser et sa prise en charge thérapeutique. En conclusion, nous terminerons par les messages à retenir. En introduction, donc, tout d'abord la définition de l'hypothermie et de ses étiologies. La définition d'une hypothermie est une baisse de la température corporelle au-dessous de 35 degrés Celsius. Les circonstances étiologiques de survenue d'une hypothermie sont dominées par l'hypothermie accidentelle, qui est spontanée et non contrôlée, à l'inverse de l'hypothermie thérapeutique. L'hypothermie accidentelle est le plus souvent environnementale, survenant en montagne ou par immersion en eau froide, après une station prolongée sur un sol froid, et elle survient souvent chez des sujets en situation précaire ou en contexte non chauffé en période hivernale. Parfois cependant, une pathologie médicale associée, voire causale, est retrouvée, comme une cause neurologique centrale responsable d'une dysthermorégulation, ou bien un sepsis. Enfin, d'autres circonstances favorisantes peuvent être retrouvées, comme une hypothermie survenant au bloc opératoire, ou bien une exposition médicamenteuse, par exemple au sédatif, ou à l'alcool. Voyons maintenant comment faire le diagnostic d'une hypothermie. Le diagnostic d'une hypothermie est clinique. Elle repose sur la mesure de la température centrale de moins de 35 degrés Celsius, réalisée à l'aide d'un thermomètre hypothermique. Les pièges à éviter sont d'utiliser un thermomètre inadapté, c'est-à-dire ne descendant pas en dessous de 35, et ou une mesure de température qui ne serait pas centrale. Ainsi, les mesures de température réalisées en tympanique ou axillaire ne sont pas fiables. Le diagnostic repose sur une triade clinique associant une dépression cardiovasculaire, une dépression respiratoire et des troubles de la vigilance. Cette triade est d'intensité croissante plus la profondeur de l'hypothermie est importante. On distingue 4 groupes d'hypothermie: les hypothermies légères entre 32 et 35 degrés, les hypothermies modérées entre 28 et 32 degrés, les hypothermies sévères entre 24 et 28 degrés, et les hypothermies profondes en dessous de 24 degrés Celsius. Les signes neurologiques vont de la simple baisse de la vigilance pour les hypothermies légères jusqu'à un coma arrectif en cas d'hypothermie profonde. Les signes respiratoires vont d'une simple polypnée transitoire initiale, ensuite passe par une bradypnée croissante jusqu'à l'arrêt respiratoire en cas d'hypothermie profonde. Les signes cardiovasculaires également vont de la tachycardie et l'hypertension artérielle transitoire initiale, à laquelle succède une bradycardie, une hypotension croissante, allant jusqu'à l'arrêt circulatoire dans les hypothermies les plus profondes, mimant un état de mort apparente. On retrouvera également les facteurs favorisants, s'ils sont identifiés, comme une exposition au froid ou une exposition médicamenteuse. Enfin, on peut retrouver les facteurs favorisant à type de pathologie centrale, comme l'hypothyroïdie, ou bien de pathologies périphériques, comme les brûlures,
ou une pathologie infectieuse associée. Voyons maintenant les signes de gravité d'une hypothermie. Les facteurs pronostiques défavorables d'une hypothermie sont d'abord dominés par la sévérité de la triade clinique, elle-même en rapport avec la profondeur de l'hypothermie. Ainsi, un état de choc cardiogénique ou hypovolémique, ou la nécessité de recours aux catécholamines, un arrêt cardio-circulatoire par asystolie, par trouble du rythme ou de la conduction, constituent des critères de gravité cardiovasculaire. Un syndrome de détresse respiratoire aiguë, un arrêt respiratoire ou la nécessité de recourir à la ventilation mécanique sont des critères de gravité respiratoire. Enfin, la profondeur du coma, mesurée par l'échelle de Glasgow, est un critère de gravité reconnu. Les autres critères de gravité sont les suivants. Un âge élevé, la survenue d'une hypothermie à domicile par rapport à une hypothermie survenue en extérieur sont des critères de gravité. La disparition des frissons est un critère de gravité. Elle correspond à une perte de l'activité musculaire involontaire qui est protectrice face à une exposition au froid. Des troubles de l'hémostase, une baisse du TP ou une CIVD, une acidose sévère par baisse du pH, qu'il soit d'origine métabolique par hyperlactatémie ou d'origine respiratoire par hypercapnie, sont des critères de gravité reconnus. Une insuffisance rénale aiguë, une rhabdomyolyse ou une hyperkaliémie sont des facteurs pronostiques défavorables. La présence d'une asphyxie préalable à l'hypothermie ou la présence d'un traumatisme associé, une durée d'ensevelissement prolongée sont des critères de gravité de l'hypothermie. Enfin, notez que l'hypothermie expose en soi un risque accru de saignement et d'infection comme une pneumopathie qui expose également à un pronostic plus défavorable. Quels sont les examens complémentaires à réaliser lors d'une hypothermie? Biologiquement, on réalisera des gaz du sang avec pH, PO2, PCO2, lactate, qui retrouveront usuellement une hypoxie et une hypocapnie initiale par baisse du métabolisme. Une biologie standard avec ionogramme sanguin, glycémie, kaliémie, magnésémie, calcémie, phosphorémie, une hémostase avec TPTCA, une numération formule sanguine des plaquettes et un bilan hépatique seront à réaliser. Ils retrouveront le plus souvent une hypokaliémie qui est mixte par perte rénale, mais aussi par hypokaliémie de transfert, et ils permettront le bilan des défaillances associées, telles qu'une dysfonction rénale ou une CIVD. Des prélèvements à visée microbiologique sont systématiques en cas de suspicion de sepsis, avec des hémocultures et des prélèvements ciblés. Un électrocardiogramme est systématique dans toute hypothermie, à la recherche d'une bradycardie quasi constante, de troubles de leur repolarisation à type d'onde d'Osborne. Ils permettront également de démasquer des troubles conductifs à type de bloc auriculo-ventriculaire de premier, deuxième ou troisième degré, ou des troubles rythmiques tels qu'une fibrillation auriculaire, voire une tachycardie ou une fibrillation ventriculaire ou une asystole. Enfin, des examens à visée étiologique seront réalisés dans des cas ciblés, comme sur le plan endocrinologique, la réalisation d'un bilan thyroïdien ou d'un bilan hypophysaire, ou la réalisation de prélèvements toxicologiques comme une alcoolémie. Abordons maintenant la prise en charge thérapeutique. Le traitement d'une hypothermie est une urgence. Il doit débuter dès le préhospitalier, puis se poursuivre à l'hôpital, en unité de soins continus pour les hypothermies les plus légères, ou en réanimation pour les hypothermies au moins modérées. Ce traitement spécifique repose sur un réchauffement optimisé. Son objectif est de réchauffer le patient à une vitesse inverse de celle de l'installation de l'hypothermie. Et dans l'arrêt cardiaque, il doit bien sûr être le plus rapide possible. Il repose aussi sur une surveillance continue de la température centrale, qu'elle soit nasopharyngée, vésicale ou rectale.
Il faudra tout d'abord extraire le patient et l'isoler des contraintes de froid. Les vêtements mouillés devront être enlevés, mais de manière la plus prudente possible. Le patient sera toujours placé dans une atmosphère chaude ou réchauffée. Selon la profondeur de l'hypothermie et selon sa tolérance clinique, on utilisera des méthodes conductives, comme des couvertures de survie, des méthodes convectives, comme des matelas à air chauffant. On peut utiliser des méthodes externes, voire des méthodes internes. On utilisera des méthodes soit passives, voire des méthodes actives si nécessaire. Ainsi, dans le cas des hypothermies légères, une méthode passive externe sera utilisée. Les méthodes actives seront utilisées dans les hypothermies plus sévères. Enfin, les méthodes internes et invasives seront utilisées dans les hypothermies les plus sévères. Attention cependant à deux risques. Tout d'abord, le risque d'afterdrop. Il correspond à une baisse de la température centrale qui survient après initiation rapide du traitement. Ce risque peut être minimisé par un réchauffement adapté et par la perfusion adaptée des solutés qui peuvent même être réchauffés. Enfin, le réchauffement du tronc et de l'abdomen du patient sont à privilégier et non pas le réchauffement des membres. Attention toujours au risque d'arrêt cardiaque. Et il est important de ne pas provoquer de stress inutile pour le patient, surtout en l'absence de défaillance d'organes. Ainsi, le patient sera mobilisé très prudemment. On n'utilisera pas de cathétérisme veineux en territoire cave supérieure, ni de sonde nasogastrique. La prise en charge des défaillances d'organes repose sur la surveillance des fonctions vitales. À noter qu'il faut souvent respecter la bradycardie dans l'hypothermie en l'absence d'insuffisance circulatoire. Le traitement de l'hyperglycémie et des troubles hydroélectrolytiques reste de mise sur le magnésium, le calcium, le phosphore, mais surtout sur la kaliémie, en se méfiant d'une correction trop importante de l'hypokaliémie de transfert. Les antibiotiques sont à utiliser en cas de sepsis ou de pneumopathie, et la suppléance d'organes est non spécifique. L'intubation et la ventilation mécanique sont d'indication large en cas de défaillance respiratoire ou chez le patient à risque. Une épuration extra-rénale peut être nécessaire. Le remplissage vasculaire est d'indication large, car toute hypothermie au moins sévère devra être considérée comme potentiellement hypovolémique. Les solutés de remplissage peuvent être réchauffées si nécessaire. Enfin, les catécholamines dans l'état de choc et le choc électrique externe en cas d'arrêt cardiaque choquable sont utiles, mais sont parfois inefficaces dans les hypothermies les plus sévères. Ainsi, l'assistance circulatoire est utilisée en cas d'arrêt cardiaque réfractaire, voire en cas de choc réfractaire, car des survies sans séquelles ont été rapportées malgré plusieurs heures de réanimation cardiopulmonaire. Enfin, la prévention des complications est utile, comme les thromboses, l'infection, la pancréatite ou la nécrose des extrémités. Les messages à retenir concernant l'hypothermie sont les suivants. L'hypothermie est une maladie fréquente et potentiellement grave, avec un risque de mortalité en cas d'arrêt cardiaque, en cas d'anoxie cérébrale ou de défaillance viscérale. Attention aux pièges diagnostiques en l'absence de mesure de la température centrale avec un thermomètre adapté. L'hypothermie est le plus souvent environnementale, mais les étiologies et les facteurs de risque associés sont à connaître et à rechercher. On rappelle la triade clinique classique avec dépression neurologique, respiratoire et cardiovasculaire qui augmente avec la profondeur de l'hypothermie. Cette hypothermie est dite légère entre 32 et 35, modérée entre 32 et 28, sévère entre 28 et 24 et profonde en dessous de 24 degrés Celsius.
Il s'agit d'une urgence thérapeutique et il faut disposer d'une méthode de réchauffement adaptée à la clinique et à la profondeur de l'hypothermie. Ce traitement sera rapide et efficace dans les cas les plus sévères. On rappelle enfin la stratégie de stress minimal, notamment l'absence de défaillance d'organes. Enfin, personne n'est mort tant qu'on n'est pas chaud et mort. Cette phrase rappelle l'intérêt salvateur de l'assistance circulatoire avec une réanimation cardio-pulmonaire prolongée en cas d'arrêt cardiaque non asphyxique et non hyperkaliémique.